Ce jour-là, j'ai compris qu'un mariage peut cacher les pires mensonges, et que parfois, ceux qu'on aime le plus sont ceux qui nous trahissent avec le plus de froideur. Je m'appelle Thérèse Valmont. J'ai 86 ans, et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Cela s'est passé un samedi d'avril, dans un château du Val-de-Loire. Mon fils Édouard se mariait. 50 ans que j'attendais ce moment. 50 ans que je rêvais de le voir heureux, entouré, aimé. Mais ce jour-là, sous les lustres de cristal et les roses blanches, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ma belle-fille s'appelait Camille, Camille Dufresne. 32 ans, élégante, cultivée. Une femme qui savait parler d'art, de philosophie, de tout. Une femme parfaite, trop parfaite. Dans mon sac à main, ce jour-là, je portais un trousseau de clés. 3 clés en argent, attachées à un ruban de velours bleu. Les clés de ma maison de famille, à Bordeaux. Celle où Édouard avait grandi. Celle que j'allais lui offrir, ce soir-là, comme cadeau de mariage. Mais je ne les ai jamais données. Parce qu'à 19h30, entre la pièce montée et le champagne, Camille m'a giflé devant 150 invités. Elle a hurlé qu'elle voulait ses clés. Elle a tendu la main, les yeux froids comme l'hiver. Et quand j'ai refusé, elle m'a poussé. Si fort que ma tête a heurté le marbre. Je me souviens du silence, du regard horrifié de mon fils, du sang chaud sur ma tempe, et de cette pensée, claire comme de l'eau. Elle ne voulait pas les clés. Elle voulait ce qu'il y avait dedans. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée. Ils ont fouillé la salle, fouillé les invités. Et là, ils ont trouvé quelque chose. Quelque chose que Camille avait essayé de cacher pendant des mois. Mais avant de vous raconter ce qu'ils ont trouvé, il faut que je vous raconte comment tout a commencé. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Vous savez, il y a des époques de notre vie qu'on aimerait garder sous verre, les protéger du temps, de l'oubli, de la douleur qui viendra plus tard. Pour moi, c'était les années où Édouard était encore à moi. Je vivais seule depuis la mort de mon mari, Pierre, en 1997, un cancer du poumon qui l'a emporté en 6 mois. Après lui, j'ai gardé notre maison de Bordeaux, cette grande demeure bourgeoise avec ses volets bleus, son jardin de glycine et ses pièces pleines d'histoire. 3 étages, 12 pièces, un escalier en chêne qui craquait sous les pas. Une maison trop grande pour une femme seule, me disaient mes voisins. Mais pour moi, chaque recoin portait un souvenir. C'est dans cette maison que j'ai élevé Édouard, seul enfant. Je l'ai bercé dans le salon, lui ai appris à lire dans la bibliothèque, l'ai soigné dans sa chambre quand il avait de la fièvre. Pierre travaillait beaucoup. Il était notaire. Et moi, j'étais professeur de littérature. Nous formions une famille discrète, élégante, unie. Édouard est devenu avocat. Un homme brillant, réservé, d'une politesse presque timide. À 48 ans, il n'avait jamais été marié. Quelques relations, ici et là, mais rien de sérieux. Il me disait toujours « Maman, je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. » Et puis, un jour de novembre 2023, il m'a téléphoné. « Maman, j'aimerais te présenter quelqu'un. » Sa voix tremblait un peu, comme celle d'un adolescent. J'ai souri. Mon fils était amoureux. Elle s'appelait Camille, Camille Dufresne. Ils se sont rencontrés lors d'un colloque juridique à Paris. Elle était consultante en gestion de patrimoine, spécialisée dans les successions et les biens immobiliers. Une femme cultivée, disait Édouard. Une femme qui comprenait son monde. Je les ai reçus à déjeuner un dimanche. J'avais préparé un gigot d'agneau aux herbes, comme Pierre aimait. J'avais sorti la porcelaine de Limoges, celle avec les roses dorées. J'avais mis des tulipes blanches dans le vase de cristal. Camille est arrivée en tailleur crème, des perles aux oreilles, un sourire éclatant. Elle m'a tendu la main avec élégance. « Madame Valmont, enchantée. Édouard m'a tellement parlé de vous. » Sa voix était douce, posée. Elle avait des yeux noirs, très brillants, et une façon de regarder les gens comme si elle les évaluait. Mais elle était charmante, vraiment charmante. Pendant le repas, elle a complimenté ma maison. Elle s'est extasiée devant les moulures, les parquets anciens, le piano droit dans le salon. C'est une demeure magnifique, Madame Valmont. Une vraie maison de famille. Vous devez y être tellement attachée. Oui, ai-je répondu. C'est ici que j'ai tout vécu. Les joies, les peines, les saisons. Cette maison, c'est un peu mon âme. Elle a souri. Un sourire léger, presque tendre.
J'aimerais tellement avoir un jour une maison comme celle-ci, un lieu où poser ses racines, où fonder une famille. Édouard la regardait avec adoration. Il était transfiguré. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Après le déjeuner, Camille m'a aidé à débarrasser. Dans la cuisine, elle a posé sa main sur la mienne. « Madame Valmont, je veux que vous sachiez une chose. Édouard est l'homme le plus précieux que j'ai jamais rencontré. Je vais prendre soin de lui. Je vous le promets. » J'ai senti mes yeux s'embuer. Peut-être parce que j'avais attendu si longtemps ce moment. Peut-être parce que, pour la première fois depuis des années, je n'allais plus être seule à veiller sur mon fils. « Merci Camille », ai-je murmuré. Elle a souri, et j'ai cru que tout allait bien. Les mois ont passé. Édouard venait me voir chaque dimanche, comme avant. Mais maintenant, il venait avec elle. Camille était toujours charmante, toujours attentive. Elle m'apportait des fleurs, des chocolats, des livres. Elle posait des questions sur mon passé, sur Pierre, sur Bordeaux. « Vous avez vécu une si belle vie, Madame Valmont. Vous devez avoir tellement de souvenirs dans cette maison. » Elle posait beaucoup de questions. Trop de questions, peut-être. Un jour, elle m'a demandé si j'avais pensé à ce que je ferais de la maison, plus tard, quand vous ne serez plus là, avait-elle ajouté, avec une douceur presque maternelle. J'ai répondu que j'avais prévu de la léguer à Édouard. Naturellement. C'était sa maison, après tout. C'est une excellente idée, avait-elle dit. Mais vous savez, avec les nouvelles lois sur les successions, il faudrait peut-être organiser une donation de votre vivant, pour éviter les impôts. Je peux vous aider, si vous voulez. C'est mon métier. Elle me regardait avec bienveillance, avec cette lumière dans les yeux qu'ont les gens qui veulent t'aider. C'est gentil, Camille. Mais j'ai déjà tout prévu avec mon notaire. Bien sûr, avait-elle dit en souriant. Mais ce jour-là, j'ai remarqué quelque chose. Un léger changement dans son regard, comme une ombre qui passe. En janvier 2024, Édouard m'a annoncé leur fiançailles. Ils voulaient se marier en avril. Un mariage simple, élégant, dans un château de la Loire. 150 invités. Une cérémonie laïque. Un dîner sous les étoiles. « Maman, je suis l'homme le plus heureux du monde », m'a-t-il dit, les yeux brillants. J'ai serré sa main. J'ai dit « Je suis heureuse pour toi, mon chéri. » Et je l'étais. Vraiment. Mais quelque chose en moi, tout au fond, murmurait une inquiétude que je ne comprenais pas encore. Camille venait de plus en plus souvent à la maison. Parfois seule, quand Édouard était au travail, elle disait qu'elle aimait ma compagnie, qu'elle se sentait comme chez elle. Vous savez, Madame Valmont, ma propre mère est décédée quand j'avais 20 ans. Vous me rappelez un peu elle. Elle me regardait avec émotion. Et moi, pauvre idiote, je me sentais touchée. Un après-midi de mars, elle est venue pour prendre le thé. J'avais préparé des madeleines. Nous étions assises dans le salon, près de la fenêtre. Elle regardait le jardin, les glycines qui commençaient à bourgeonner. « C'est tellement paisible ici », avait-elle dit. « Un vrai refuge. » Puis elle s'est tournée vers moi. « Madame Valmont, je peux vous poser une question ?»« Bien sûr. Est-ce que vous avez peur de vieillir seule ?» La question m'a surprise. Personne ne m'avait jamais demandé ça. Pas comme ça. Pas avec cette intensité. Je ne sais pas. Je suppose que oui, parfois. Vous savez, il existe des maisons de retraite magnifiques aujourd'hui, avec des jardins, des activités, des soins médicaux, des endroits où on n'est jamais seul, où on est entouré, protégé. Je l'ai regardée. Elle me souriait, mais son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Je n'ai jamais pensé à ça, Camille. Bien sûr. Mais un jour, peut-être, enfin, je dis ça parce que je vous aime beaucoup, et je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose, toute seule dans cette grande maison. Elle a posé sa main sur la mienne, une main froide. Ce soir-là, après son départ, je suis restée longtemps assise dans le salon. Et pour la première fois, j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avec elle. Un frisson. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les signes, voyez-vous, sont toujours là. Mais on ne les voit que lorsqu'il est déjà trop tard. Parce qu'on ne veut pas voir. Parce qu'on préfère croire que tout va bien. C'était 3 semaines avant le mariage. Un mardi matin. J'étais dans ma cuisine, en train de préparer de la confiture d'abricots. Une vieille recette de ma mère. L'odeur sucrée emplissait toute la maison. Le soleil entrait par la fenêtre. C'était un de ces moments simples, paisibles, où l'on se sent bien. Le téléphone a sonné. C'était Édouard. Sa voix était tendue. « Maman, tu as vu Camille ces derniers jours ?»« Non, pourquoi ?»« Elle m'a dit qu'elle était passée te voir samedi.
pour t'apporter des fleurs. J'ai froncé les sourcils. Samedi, j'étais allée à la messe, puis chez ma voisine Marguerite. Je n'étais rentrée qu'en fin d'après-midi. Personne n'était venu. Non, mon chéri, je ne l'ai pas vu. Un silence, long, pesant. C'est étrange. Elle m'a dit qu'elle était restée 1 heure avec toi. Mon cœur s'est serré. Pourquoi Camille mentirait-elle? Peut-être qu'elle s'est trompée de jour, ai-je dit doucement. Tu sais, avec les préparatifs du mariage, elle est sûrement débordée. Édouard a soupiré. Oui, sans doute, mais sa voix ne me convainquait pas. Ni lui, ni moi. Après avoir raccroché, je suis restée immobile, la cuillère à confiture à la main. Quelque chose clochait. Quelque chose que je ne comprenais pas. Le lendemain, Camille est venue. Sans prévenir. Elle a sonné à 15 heures. J'étais dans le jardin, en train de tailler les rosiers. « Madame Valmont, quelle surprise de vous trouver dehors !» Elle portait un tailleur gris perle, des lunettes de soleil sur la tête. Elle avait l'air pressée. « Bonjour Camille. Entre, je vais nous faire du thé. »« Non, non, je ne peux pas rester. Je passais juste pour... » Elle a hésité. Ses yeux ont balayé le jardin, puis la maison. « Pourquoi, ma chérie ? Pour vous demander si vous avez pensé à ce dont nous avons parlé la dernière fois. Les clés. » J'ai cligné des yeux. « Les clés ? Oui. Vous m'aviez dit que vous comptez offrir les clés de la maison à Édouard, le jour du mariage. Comme symbole. » Je ne me souvenais pas d'avoir dit ça. Pas exactement. J'avais prévu de lui offrir la maison, oui, mais pas les clés. Pas comme ça. C'était une idée qui m'était venue récemment, mais je n'en avais parlé à personne. Je ne suis pas sûre d'avoir dit ça, Camille. Elle a souri. Un sourire patient, presque condescendant. Bien sûr que si, Madame Valmont. Vous me l'avez dit il y a 2 semaines, quand nous étions dans le salon. Vous m'avez dit que ce serait un beau geste. Je l'ai regardé. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. De l'impatience. « Écoute, Camille, je ne me souviens pas de cette conversation. Mais si c'est important pour toi, nous en reparlerons. D'accord ?» Son sourire s'est figé. Juste 1 seconde. Puis, il est revenu. Plus éclatant encore. « Bien sûr, Madame Valmont. Bien sûr. Excusez-moi, je suis un peu stressée avec les préparatifs. » Elle s'est penchée, m'a embrassée sur les 2 joues. « À très bientôt. » Et elle est partie. Je suis restée là, dans mon jardin, le sécateur à la main. Et j'ai senti, pour la première fois, quelque chose que je n'avais jamais ressenti avec elle. De la peur. Le soir même, j'ai appelé mon notaire, Maître Renaud, un vieil ami de Pierre, un homme de confiance. « Maître, j'aimerais vérifier quelque chose. Est-ce que quelqu'un a essayé d'accéder à mon dossier récemment ? » « Votre dossier, Madame Valmont ? Non, pas à ma connaissance. Pourquoi ? Juste pour être sûr. Dites-moi, les documents de donation de ma maison, ils sont bien en sécurité ? Évidemment, tout est dans mon coffre. Personne ne peut y accéder sans votre autorisation écrite. J'ai respiré. Merci, maître. Madame Valmont, puis-je vous demander si tout va bien ? J'ai hésité. Que pouvais-je dire ? Que ma future belle-fille posait trop de questions ? Que je la trouvais soudain inquiétante ? Tout va bien, maître. Merci. Mais tout n'allait pas bien. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel étrange. Un homme. Une voix grave, polie. « Madame Valmont ? » ? Oui. Je m'appelle Julien Moreau. Je suis détective privé. Je travaille actuellement sur une affaire qui pourrait vous concerner. Mon sang s'est glacé. Me concerner ? Oui. Cela concerne une personne proche de vous. Quelqu'un qui pourrait ne pas être celle qu'elle prétend être. De qui parlez-vous ? Je préférerais vous rencontrer en personne, madame. C'est délicat. Dites-moi au moins de qui il s'agit. Un silence. Long. Camille Dufresne. J'ai failli lâcher le téléphone. Qu'est-ce que vous racontez ? Madame, je sais que cela peut sembler choquant, mais j'ai des informations que vous devez connaître. Pouvons-nous nous voir ? Demain ? Oui, d'accord. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café discret, près de la place des Quinconces, à 10 heures. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai tourné et retourné dans mon lit, le trousseau de clés serré dans ma main. Ces 3 clés en argent qui ouvraient tout. La porte d'entrée, le bureau de Pierre et la cave, où étaient rangés tous nos documents importants. Je les ai regardés longtemps, à la lueur de la lune. Et j'ai compris que Camille ne voulait pas ces clés pour leur valeur symbolique. Elle les voulait pour ouvrir quelque chose. Mais quoi ? Le lendemain matin, je me suis habillée avec soin. Un tailleur marine, des perles discrètes. Comme si l'élégance pouvait me protéger de ce que j'allais entendre. Le café était presque vide.
Une petite salle avec des tables en bois, des rideaux de dentelle. J'ai commandé un thé que je n'ai pas bu. Julien Moreau est arrivé à 10 heures précises. Un homme d'une quarantaine d'années, costume sombre, visage fatigué. Il portait une sacoche en cuir. « Madame Valmont, merci d'être venue. » Il s'est assis en face de moi. Ses yeux étaient graves. « Je vais être direct, madame. Je travaille pour un client qui préfère rester anonyme. Quelqu'un qui a été, disons, victime de Camille Dufresne par le passé. » « Victime ? Oui. Camille Dufresne n'est pas consultante en gestion de patrimoine. Enfin, pas seulement, c'est une escroc. » Le mot a résonné comme une gifle. « Vous êtes sûr de ce que vous dites ? » « Absolument. » Il a ouvert sa sacoche, en a sorti une enveloppe Kraft. « Ce que je vais vous montrer n'est pas facile à voir. »« Mais vous devez savoir !» Il a posé l'enveloppe devant moi. Mes mains tremblaient. À l'intérieur, il y avait des photos. Des dizaines de photos. La première montrait Camille. Mais ce n'était pas la Camille que je connaissais. Sur la photo, elle portait des lunettes de soleil, un chapeau de paille, un bikini noir. Elle était sur une plage. « Cancun », disait la légende en bas de l'image. Février 2024. Février. Le mois où Édouard m'avait dit qu'elle était en déplacement professionnel à Lyon. Sur la photo suivante, elle n'était pas seule. Un homme, grand, brun, la trentaine, torse nu. Il l'embrassait dans le cou. Elle riait. J'ai senti mon estomac se retourner. Qui est cet homme? Il s'appelle Maxime Leclerc. Vous le connaissez? J'ai regardé le visage de l'homme. Quelque chose en lui me semblait familier. Puis, soudain, j'ai compris. C'est le parrain du mariage, le témoin de Camille. Julien Moreau a hoché la tête. Exactement. Officiellement, Maxime Leclerc est un vieil ami d'enfance de Camille. Mais en réalité, c'est son complice. Ils travaillent ensemble depuis 5 ans. Complice? Dans quoi? Dans des arnaques au mariage. J'ai cligné des yeux. Les mots n'avaient aucun sens. Des arnaques? Au mariage? Oui, madame. Camille repère des hommes d'âge mûr, célibataires, fortunés. Des hommes qui ont du patrimoine. Elle les séduit. Elle se fait passer pour la femme idéale. Et une fois qu'elle a leur confiance, elle organise un mariage. Pendant ce temps, Maxime Leclerc, qui se fait passer pour un ami de la famille, fouille dans les documents, cherche les failles juridiques, les comptes bancaires, les propriétés. Non, c'est impossible. Ma voix tremblait. Mes mains aussi. Madame Valmont, regardez les autres photos. J'ai tourné les pages. Chaque image était un coup de poignard. Camille et Maxime dans un restaurant chic. Camille et Maxime dans un hôtel de luxe. Camille et Maxime devant un notaire, signant des papiers. Sur une des photos, on voyait distinctement une enveloppe ouverte. À l'intérieur, des documents. Et sur l'un d'eux, je reconnaissais mon nom. Thérèse Valmont. Propriété 6 à Bordeaux. Valeur estimée. 1 200 000 €. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous moi. Ils veulent ma maison. Oui, mais pas seulement. Julien Moreau a sorti une autre feuille. Un relevé bancaire. Pas le mien, celui d'Édouard. Votre fils a ouvert un compte joint avec Camille, il y a 3 mois. Elle lui a dit que c'était pour simplifier les dépenses du mariage. Mais regardez les mouvements. J'ai regardé. 3 virements. 50 000 €. 80 000 €. 120 000 €. Édouard a viré tout cet argent? Oui, pour soi-disant acheter un appartement à Paris. Un investissement. Mais cet appartement n'existe pas, madame. L'argent a été transféré sur un compte offshore. J'ai fermé les yeux. J'avais envie de vomir. Mon fils ne sait rien de tout ça? Je ne pense pas. Camille lui a certainement raconté une histoire plausible. Elle est très douée pour ça. Mais pourquoi? Pourquoi s'en prendre à Édouard? À moi? Julien Moreau a rangé les photos. Parce que vous avez ce qu'elle veut. Une maison de famille, un patrimoine stable. Et surtout, un fils qui vous fait confiance. Une fois mariée, elle aura accès à tout, légalement. Je me suis levée. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de respirer. Qu'est-ce que je dois faire? Parlez à votre fils. Montrez-lui ses photos. Annulez le mariage. Et surtout, madame, surtout, ne lui donnez jamais ses clés. Je suis rentrée chez moi en taxi. Je ne pouvais pas conduire. Mes mains tremblaient trop. Dans le salon, je me suis assise sur le canapé. J'ai posé l'enveloppe devant moi. Et j'ai pleuré. Pleuré pour mon fils, pour sa naïveté, pour son bonheur brisé. Pleuré pour moi, pour ma stupidité, pour avoir laissé cette femme entrer dans notre vie. Et puis,
J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Édouard. « Maman, tout va bien ?»« Non, mon chéri. Il faut que tu viennes. Tout de suite, c'est important. »« Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas t'en parler au téléphone. Viens, s'il te plaît. » Il est arrivé 1 heure plus tard, seul, sans Camille. Il m'a trouvé dans le salon, l'enveloppe sur les genoux. « Maman, tu me fais peur. Qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui ai tendu l'enveloppe. « Regarde. » Il a ouvert. Il a regardé les photos, une à une. Son visage s'est décomposé. « C'est quoi ça ?»« La vérité, Édouard. La vérité sur Camille. » Il a secoué la tête. « Non, non, c'est un montage. C'est impossible. Mon chéri, écoute-moi. » « Non !» Il a jeté les photos par terre. « Qui t'a donné ça ? Qui essaie de détruire mon mariage ? » « Édouard, s'il te plaît. C'est toi, maman ? C'est toi qui as engagé quelqu'un pour nous espionner ? » « Non, Tu n'as jamais accepté Camille. Depuis le début, tu cherches des excuses pour la rejeter. Ce n'est pas vrai. Si, tu es jalouse. Tu ne supportes pas que j'ai enfin quelqu'un dans ma vie. » Ces mots m'ont transpercé comme des lames. « Édouard, je ne veux plus en entendre parler. Le mariage aura lieu, avec ou sans toi. » Il a claqué la porte. Je suis restée seule, dans le silence, avec les photos éparpillées sur le sol. Et j'ai compris quelque chose de terrible. Parfois, même ceux qu'on aime le plus ne nous croient pas. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Les jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie. Édouard ne m'a pas rappelé. Pas un message. Pas un mot. Le silence entre nous était comme un mur de glace. Et moi je restais là, dans cette grande maison vide, avec les photos étalées sur la table du salon, me demandant si j'avais tout perdu. J'ai essayé de le joindre. 3 fois, 4 fois, 10 fois. Chaque fois, il ne répondait pas. La 11e fois, c'est Camille qui a décroché. « Madame Valmont. » Sa voix était froide, glaciale. « Camille, je voudrais parler à Édouard. Édouard ne veut pas vous parler. Il est très blessé. Vous comprenez, j'espère. S'il te plaît, laisse-moi lui expliquer. » « Expliquez quoi, Madame Valmont ? Que vous avez engagé un détective pour nous espionner ? Que vous êtes prête à tout pour saboter notre mariage ? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Vraiment ? Alors comment expliquez-vous ces photos, ces accusations ? J'ai serré le téléphone. « Camille, ces photos sont vraies. Toi et Maxime, vous... » Elle a ri. Un rire sec, méprisant. Ces photos sont sorties de leur contexte. Maxime est mon cousin, Madame Valmont. Mon cousin. Nous étions en vacances en famille à Cancun. Mais bien sûr, un détective sans scrupules peut transformer n'importe quelle image en preuve d'infidélité. Ton cousin ? Oui. Vous ne m'avez jamais posé la question d'ailleurs. Vous n'avez jamais cherché à me connaître vraiment. Vous m'avez jugé dès le premier jour. Sa voix tremblait maintenant, comme si elle allait pleurer. J'ai tout fait pour gagner votre confiance, Madame Valmont. J'ai été respectueuse, attentionnée. J'ai essayé de vous aimer comme une mère. Et voilà comment vous me remerciez. Je ne savais plus quoi dire. Elle était si convaincante, si crédible. Camille, Non, c'est terminé. Édouard et moi nous marions dans 10 jours. Et franchement, Madame Valmont, je ne suis pas sûre que votre présence soit souhaitable. Elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone dans la main, le cœur en morceaux. Et si elle disait la vérité ? Et si Maxime était vraiment son cousin ? Et si j'avais tout imaginé ? Non, non, impossible. J'ai repris l'enveloppe. J'ai relu les documents, les relevés bancaires, les virements, les noms des comptes offshore. Ce n'était pas une histoire de famille. C'était une arnaque. Et je devais le prouver. Le lendemain, je suis retournée voir Julien Moreau. « Monsieur Moreau, j'ai besoin de plus de preuves, des preuves irréfutables. » Il a soupiré. « Madame Valmont, je vous ai donné tout ce que j'avais. Le reste, c'est à la police de s'en occuper. La police ne fera rien sans plainte. Et Édouard ne portera jamais plainte. Il refuse de me croire. Alors que voulez-vous faire ? » J'ai serré mon sac à main. À l'intérieur, les 3 clés en argent pesaient lourd. Je veux aller à ce mariage. Et je veux que la vérité éclate. Madame, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Si Camille se sent acculée, elle peut devenir dangereuse. Dangereuse ? Elle a déjà détruit la relation avec mon fils. Que peut-elle me faire de pire ? Julien Moreau m'a regardé longtemps. D'accord, mais je viens avec vous. En discret. Au cas où. Les jours ont passé. Lentement. Douloureusement. J'ai reçu le faire-part du mariage par la poste. Une belle carte ivoire avec des lettres dorées.
Édouard Valmont et Camille Dufresne ont l'honneur de vous inviter à célébrer leur union. Samedi 27 avril 2024, Château de Blois, vin d'honneur à 17h, dîner à 20h. Au dos, une note manuscrite. L'écriture de Camille. Chère Madame Valmont, malgré nos différends, nous espérons que vous serez présente. Ce jour est important pour Édouard. Et pour moi. J'ai relu ces mots 10 fois. Ce jour est important pour Édouard. Oui, c'était important. Et c'était précisément pour ça que je devais y aller. La veille du mariage, je n'ai pas dormi. J'ai passé la nuit dans le bureau de Pierre, là où il conservait tous nos documents importants. Actes de propriété, testament, relevés bancaires, contrats. J'ai tout relu, tout vérifié, et j'ai compris pourquoi Camille voulait ses clés. Dans la cave, derrière une vieille armoire en chêne, il y avait un coffre-fort, un petit coffre en acier que Pierre avait fait installer en 1985. À l'intérieur, tous nos biens les plus précieux, les bijoux de ma mère, les actions de l'entreprise de Pierre, et surtout, l'acte de propriété original de la maison. Cet acte était au nom de Pierre et moi, en indivision. À la mort de Pierre, j'en étais devenu l'unique propriétaire, mais pour le transférer légalement à Édouard, il fallait cet acte original, pas une copie, l'original. Et cet acte, personne ne pouvait y accéder sans ces 3 clés. La première ouvrait la porte de la cave, la deuxième ouvrait l'armoire, la troisième ouvrait le coffre. Si Camille obtenait ces clés, elle pourrait accéder à l'acte, et avec l'acte, elle pourrait falsifier une donation, ou pire, faire croire à Édouard qu'il devait vendre la maison pour simplifier la succession. Voilà ce qu'elle voulait. Pas un symbole, pas un geste d'amour. Ma maison, ma vie, mon héritage. Le matin du mariage, je me suis habillée avec soin. Une robe de soie grise, des escarpins noirs, un collier de perles que Pierre m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. J'ai pris mon sac à main. À l'intérieur, l'enveloppe avec les photos, les relevés bancaires et les 3 clés. Je les ai regardées longtemps, ces clés. Elles brillaient dans la lumière du matin. Puis, je les ai mises autour de mon cou, sur un ruban de velours bleu, sous ma robe. Personne ne les verrait, mais je les sentirais, contre ma peau, contre mon cœur. J'ai appelé un taxi. Je ne voulais pas conduire. Je savais que ce qui allait se passer aujourd'hui changerait tout. Le château de Blois était magnifique. Des roses blanches partout, des guirlandes de lumière, une scène en plein air, face au jardin à la française, 150 invités, des serveurs en costume, du champagne dans des coupes en cristal. Je suis arrivée à 17h, discrètement. Je me suis installée au fond, près des colonnes. Édouard était déjà là, en costume 3 pièces marine. Il parlait avec des invités, il souriait. Mais je voyais, moi, que son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Il m'a vue. Nos regards se sont croisés. J'ai vu de la surprise, de la colère, et aussi, peut-être, un peu de soulagement. Mais il n'est pas venu me parler. Camille est apparue quelques minutes plus tard. Une robe blanche en dentelle, un voile léger. Elle était éblouissante. Tous les invités l'ont applaudie. Elle a embrassé Édouard. Puis elle a regardé autour d'elle. Et elle m'a vue. Son sourire a disparu. Juste une seconde. Puis il est revenu, encore plus éclatant. Elle s'est dirigée vers moi. « Madame Valmont, quelle joie de vous voir. » Sa voix était douce, mais ses yeux étaient durs. « Bonjour Camille. Vous avez l'air fatiguée. Vous allez bien ?»« Très bien, merci. » Elle s'est penchée vers moi, tout près, comme pour m'embrasser, et elle a murmuré, si bas que personne d'autre ne pouvait entendre, « Vous avez apporté les clés ?» Mon sang s'est glacé. « Qui ? Quelles clés ? Ne jouez pas à ça avec moi, Madame Valmont. Les clés de votre maison. Vous les avez promises à Édouard. » Je n'ai rien promis. Son sourire s'est durci. Vous savez, ce serait dommage de gâcher cette belle journée. Pour Édouard, il est si heureux. Camille, donnez-moi les clés, et tout se passera bien. Non, elle a reculé. Son regard a changé, comme si un masque tombait. Vous allez le regretter. Et elle est partie. La cérémonie a commencé à 18h. Les invités se sont installés sur les chaises blanches. Un violoniste jouait. Le soleil descendait doucement sur les jardins. Édouard et Camille se sont avancés vers l'officiant. J'étais au dernier rang, les mains serrées sur mon sac. L'officiant a commencé son discours. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de 2 âmes. J'ai regardé mon fils. Il avait les yeux brillants. Il aimait cette femme, vraiment. Et moi, j'allais briser son cœur. Mais je n'avais pas le choix. Quand l'officiant a demandé
Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais, j'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Mais je n'ai rien dit, parce que je savais que mes mots ne serviraient à rien. Il fallait que la vérité vienne d'ailleurs. Le dîner a commencé à 20h, sous une grande tente blanche, des tables rondes avec des nappes de lin, des bougies partout, de la musique douce. Je me suis assise à une table près de l'entrée, seule. Camille et Édouard étaient à la table d'honneur. Elle riait, elle portait des toasts, elle jouait son rôle à la perfection. Maxime Leclerc, le soi-disant parrain, était assis à côté d'elle. Il la regardait avec intensité. Trop d'intensité pour un simple cousin. À 19h30, entre le plat principal et le dessert, Camille s'est levée. Elle a pris le micro. « Bonsoir à tous. Je voudrais dire quelques mots. Tout le monde s'est tu. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie, parce que j'épouse l'homme le plus merveilleux du monde. Édouard, tu es ma lumière, mon encre, mon avenir. » Elle s'est tournée vers moi. Et je voudrais aussi remercier quelqu'un de très spécial. Madame Valmont, la mère d'Édouard, une femme forte, généreuse, une femme qui a élevé un fils extraordinaire. Tous les invités ont applaudi. Madame Valmont, j'aimerais que vous montiez ici, s'il vous plaît. Mon cœur s'est arrêté. Montez, Madame Valmont. Je me suis levée, lentement. Tous les regards étaient sur moi. Je me suis avancée vers l'estrade. Camille m'a tendu la main. Je l'ai prise. Madame Valmont, dit-elle en souriant, je sais que vous aviez prévu d'offrir quelque chose de très précieux à Édouard aujourd'hui. Les clés de votre maison. Un geste magnifique, symbolique. Les invités ont murmuré. Certains ont souri. Alors voilà, devant tout le monde, je vous demande, voulez-vous offrir ces clés à votre fils? Le silence était total. Je l'ai regardée. Elle souriait, mais ses yeux étaient froids, calculateurs. Non, ai-je dit. Le sourire de Camille s'est figé. Pardon? J'ai dit non. Madame Valmont, je ne comprends pas. Moi, si. Et c'est là que tout a basculé. Camille m'a attrapé le bras. Fort. Donnez-moi ces clés. Lâchez-moi. Donnez-les-moi. Et elle m'a giflé. Devant 150 invités, le bruit de sa main sur ma joue a résonné comme un coup de feu. Puis elle a hurlé. Je veux ces clés. Donnez-moi ces clés. Édouard s'est levé d'un bond. Camille, qu'est-ce que tu fais? Ta mère me les a promises. Elle doit me les donner. Maman ne t'a rien promis. Si, elle l'a fait. Elle était hystérique. Elle criait, elle me secouait. Et puis elle m'a poussé, si fort, si violemment. Je suis tombée en arrière. Ma tête a heurté le sol de marbre. J'ai entendu un craquement, sec, terrible. Puis tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des lumières qui dansaient, des visages flous, des voix lointaines. Madame Valmont, vous m'entendez? Appelez une ambulance. Mon Dieu, elle saigne. J'ai porté la main à ma tempe. Mes doigts sont revenus rouges. Du sang, mon sang. Puis j'ai vu Édouard. Il était à genoux à côté de moi, le visage défait. Maman! Maman, ne bouge pas! Les secours arrivent! J'ai essayé de parler. Ma voix était faible. Édouard! Chut! Ne parle pas. Tout va bien. Mais tout n'allait pas bien. Derrière lui, je voyais Camille, debout, immobile, les mains sur la bouche. Elle regardait autour d'elle, les yeux écarquillés, comme si elle réalisait soudain ce qu'elle venait de faire. Maxime Leclerc était à côté d'elle. Il lui parlait à l'oreille. Vite, avec urgence. Il faut partir, maintenant. Je ne peux pas? Si, tout de suite. Mais c'était trop tard. Les sirènes ont retenti à l'extérieur du château. Pas une ambulance. La police. 2 voitures sont entrées dans la cour. 4 policiers en sont sortis. Un homme en civil les accompagnait. Julien Moreau. Il m'avait dit qu'il viendrait discrètement. Et il avait tenu parole. Quand Camille m'avait giflé, il avait immédiatement appelé la police. Le brigadier-chef s'est avancé vers nous. « Que s'est-il passé ici ?» Édouard s'est levé. « Ma mère est tombée. Elle a besoin de soins. S'il vous plaît, les secours arrivent, monsieur. Mais nous avons reçu un signalement pour violence. » Il a regardé Camille. « Madame, c'est vous qui avez frappé cette femme ?» Camille a secoué la tête. Elle tremblait. « Non, c'était un accident. Elle a glissé. Ce n'est pas ce que les témoins disent. » Plusieurs invités s'étaient avancés. Une femme en robe rouge a pris la parole. « Je l'ai vue, elle l'a giflée, puis elle l'a poussée, violemment.
C'est faux, a crié Camille. Maxime Leclerc a voulu s'éloigner discrètement, mais un policier l'a intercepté. Monsieur, restez ici, s'il vous plaît. Je ne suis pas concerné. Je suis juste un invité. Julien Moreau s'est approché du brigadier-chef. Il lui a tendu une enveloppe. Brigadier, je pense que vous devriez voir ceci. Le brigadier a ouvert l'enveloppe. Il a regardé les photos. Son visage s'est durci. Madame Dufresne, nous devons vous poser quelques questions. Je n'ai rien à dire. Madame, vous avez agressé une femme de 86 ans. Vous êtes en état d'arrestation. Camille a reculé. Non, c'est un malentendu. Édouard s'est interposé. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous l'arrêtez? Le brigadier lui a tendu les photos. Monsieur, regardez. Édouard a pris les photos. Il les a regardées, une à une. Son visage s'est décomposé. C'est quoi ça? Votre fiancé et cet homme, à Cancun, en février dernier. Édouard a regardé Maxime, puis Camille. Camille, dis-moi que ce n'est pas vrai. Camille a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Elle a fondu en larmes. Édouard, je peux tout expliquer. Explique. C'est mon cousin. Je te l'ai dit. Ton cousin? Maxime Leclerc a baissé la tête. Camille, arrête. C'est fini. Oh, tais-toi. Non, c'est fini. Il s'est tourné vers le brigadier. Elle ment. Je ne suis pas son cousin. Je suis son associé. Le silence était total. Édouard a fait un pas vers Maxime. Votre associé? Dans quoi? Maxime a hésité. Puis il a dit, d'une voix basse, dans des arnaques au mariage. Le monde s'est effondré. Édouard s'est tourné vers Camille. Son regard était vide, comme celui d'un homme qui vient de perdre tout ce en quoi il croyait. Camille, dis-moi qu'il ment. Édouard, dis-le-moi. Elle pleurait, mais ses larmes ne changeaient rien. Je t'aimais, Édouard. Je te le jure. Au début, c'était juste une mission. Mais après, je suis tombée amoureuse de toi. Une mission? Oui. Quelle mission? Elle n'a pas répondu. Le brigadier-chef s'est approché d'elle. Madame Dufresne, nous devons fouiller vos affaires. Non, vous n'avez pas le droit. Si, nous avons un mandat. 2 policiers se sont avancés. L'un d'eux a demandé à Camille de vider son sac à main. Elle a refusé. Madame, si vous ne coopérez pas, nous devrons procéder par la force. Camille a jeté son sac par terre. Allez-y, fouillez, vous ne trouverez rien. Le policier a ouvert le sac. Il a sorti un portefeuille, un téléphone, des clés, du maquillage, rien d'anormal. Puis, il a demandé « Madame, pouvez-vous vider vos poches ?»« Je n'ai pas de poche, c'est une robe. »« Alors, soulevez votre robe, s'il vous plaît. »« Quoi ? Il y a une poche cachée dans le tissu. Nous la voyons. » Camille est devenue blanche. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Madame, s'il vous plaît. » Elle a reculé, mais un policier l'a saisie par le bras. « Lâchez-moi !» Et c'est là que c'est arrivé. Pendant qu'elle se débattait, quelque chose est tombé de sa robe. Un petit objet noir. Il a roulé sur le sol de marbre. Un clé USB. Le brigadier l'a ramassé. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Rien, c'est personnel. » »« Nous verrons. » 15 minutes plus tard, un ordinateur portable avait été apporté. Le brigadier a inséré la clé USB. Tous les invités regardaient, en silence, comme dans un tribunal. Les fichiers sont apparus sur l'écran. Des photos, des dizaines de photos. Camille et Maxime à Cancun, dans un hôtel de luxe, au bord d'une piscine, dans un restaurant. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi des documents, des contrats, des relevés bancaires, des plans, et un fichier intitulé « Opération Valmont ». Le brigadier l'a ouvert. À l'intérieur, un dossier complet, le nom d'Édouard, sa date de naissance, son patrimoine estimé, son compte bancaire, son adresse, et mon nom, Thérèse Valmont, avec une note, propriétaire d'une maison bourgeoise à Bordeaux. Valeur, 1 200 000 €. Veuve, âgée, isolée. Objectif, obtenir les clés de la propriété. Accéder au coffre-fort. Récupérer l'acte de propriété original. Convaincre le fils de vendre la maison après mariage. Partage du bénéfice. 50-50. Édouard lisait. Lentement. Chaque mot était un coup de poignard. Il s'est tourné vers Camille. Tu as tout prévu. Depuis le début. Édouard, tout. Le colloque, la rencontre, les repas chez ma mère,
les questions sur la maison. Tout était faux. Non, mes sentiments étaient vrais. Tes sentiments? Il a montré l'écran. Tu as évalué ma mère comme une cible. Tu as planifié de lui voler sa maison. Je ne voulais pas lui faire de mal. Tu l'as giflée. Tu l'as poussée. Elle est à terre, elle saigne, et toi, tu es là à mentir. Camille s'est effondrée. Elle est tombée à genoux. Pardon, 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 pardon. Mais ses excuses ne changeaient rien. Le brigadier s'est tourné vers moi. J'étais toujours assise par terre, le dos contre un pilier. Une femme avait posé une serviette sur ma tempe pour arrêter le saignement. « Madame Valmont, comment vous sentez-vous »« Je vais bien. L'ambulance arrive. Mais avant, j'aimerais vous poser une question. » « Oui. Vous avez ces clés, n'est-ce pas ?» Les clés dont elle parlait. J'ai porté la main à mon cou. Sous ma robe, le ruban de velours bleu était toujours là, avec les 3 clés. « Oui, je les ai. Pourquoi les vouliez-vous tant » a demandé le brigadier à Camille. Elle n'a pas répondu. Maxime Leclerc, lui, a parlé. Parce que sans ces clés, impossible d'accéder au coffre-fort. Et sans le coffre, impossible de récupérer l'acte de propriété original. Camille avait prévu de convaincre Édouard de vendre la maison après le mariage, pour, soi-disant, investir dans un projet immobilier à Paris. Mais en réalité, l'argent aurait été transféré sur nos comptes offshore. Combien ? 1 200 000 €, moins les frais. Environ 1 million net, à partager. Édouard était livide. « Vous avez vraiment fait ça ? Vous avez vraiment prévu de voler ma mère ? De voler sa maison ? De détruire sa vie ? Édouard, ce n'est pas... » « Tais-toi. » Il s'est tourné vers moi. Il avait les larmes aux yeux. « Maman, pardon. Pardon de ne pas t'avoir cru. Pardon d'avoir douté de toi. Pardon. » Il est tombé à genoux à côté de moi. Et il a pleuré. Je l'ai pris dans mes bras. « Ce n'est pas ta faute, mon chéri. Ce n'est pas ta faute. » Camille et Maxime ont été emmenés par la police. Les invités sont partis. En silence. Choqués. Horrifiés. Le mariage était terminé. Avant même d'avoir commencé. L'ambulance est arrivée. Les secouristes m'ont examiné. J'avais une plaie à la tempe, mais rien de grave. Ils m'ont bandé. Ils voulaient m'emmener à l'hôpital. Non, ai-je dit. Je veux rentrer chez moi. Édouard m'a accompagné. Il n'a pas dit un mot pendant tout le trajet. Quand nous sommes arrivés devant la maison, il m'a aidé à descendre de la voiture. Puis il a regardé la façade. Les volets bleus, les glycines, les fenêtres éclairées. « C'est ma faute », a-t-il murmuré. « J'ai failli te faire perdre tout ça. Non, tu n'as rien fait de mal. Tu as aimé, c'est tout. J'ai été aveugle. Non, tu as été humain. » Il m'a serré dans ses bras, longtemps, comme quand il était enfant, et j'ai compris quelque chose. Parfois, il faut perdre tout pour comprendre ce qui compte vraiment. Les jours qui ont suivi le mariage manqué ont été étranges, calmes, trop calmes. Comme après une tempête, quand on marche dans les décombres et qu'on découvre l'étendue des dégâts. Édouard s'est installé chez moi. Il ne voulait pas retourner dans son appartement, celui qu'il avait partagé avec Camille pendant des mois. Il disait qu'il ne pouvait plus y mettre les pieds, que chaque objet, chaque coin de pièce lui rappelait les mensonges. Il dormait dans son ancienne chambre, celle de son enfance, avec les mêmes rideaux bleus, le même bureau en chêne, comme s'il cherchait à retrouver un temps où tout était simple. Un temps où il pouvait encore me faire confiance. Le premier matin, je l'ai trouvé assis dans la cuisine. Il n'avait pas dormi. Ses yeux étaient rouges, cernés. « Maman, comment tu as su ?» Je me suis assise en face de lui. J'ai posé ma main sur la sienne. Je n'ai pas su tout de suite. J'ai senti. Une intuition. Quelque chose qui ne collait pas. Mais moi, je n'ai rien vu. Rien. J'étais aveugle. Tu étais amoureux. Non. J'étais stupide. Édouard. Elle m'a menti sur tout, maman. Tout. Son travail, sa famille, ses intentions. Tout était faux. Même son nom, peut-être. J'ai serré sa main. Le brigadier va enquêter. Nous saurons. Qu'est-ce que ça change? Le mal est fait. Il avait raison. Le mal était fait. Le lendemain, nous avons reçu la visite du brigadier-chef Moreau. Pas de lien avec Julien Moreau, le détective. Une simple coïncidence. Il s'est assis dans le salon, un carnet à la main. « Madame Valmont, Monsieur Valmont, je viens vous informer de l'avancement de l'enquête. » Édouard s'est redressé. « Vous avez trouvé quelque chose ?»« Oui, beaucoup de choses. » Le brigadier a ouvert son carnet. Camille Dufresne n'est pas son vrai nom.
Elle s'appelle en réalité Camille Bertrand. Elle a 34 ans, pas 32. Elle a été condamnée en 2018 pour escroquerie. 3 ans avec sursis. Édouard a pâli. Escroquerie? Oui. Elle s'était fait passer pour une conseillère en gestion de patrimoine auprès d'un homme âgé. Elle l'avait convaincu de lui confier ses économies. 180 000 €. L'homme ne les a jamais revus. Mon Dieu. Maxime Leclerc, lui, a un casier plus chargé. Fraude, faux et usage de faux. Blanchiment d'argent. Il est recherché dans 3 pays européens. J'ai senti mon cœur se serrer. Ils ont fait ça à d'autres personnes? Oui, madame. Vous n'êtes pas les premiers. Nous avons identifié au moins 4 autres cas similaires. Des hommes mûrs, célibataires, avec du patrimoine. Camille les séduisait. Maxime les arnaquait. Édouard s'est levé. Il marchait de long en large, les poings serrés. Et l'argent? Les 150 000 € que je lui ai donnés? Transférés sur un compte aux îles Caïmans. Nous essayons de les récupérer, mais c'est compliqué. Compliqué? Les comptes offshore sont difficiles à tracer. Ça peut prendre des mois, des années. Édouard s'est effondré sur le canapé. J'ai perdu tout cet argent. Monsieur Valmont, vous avez été victime d'une escroquerie. Ce n'est pas votre faute. Si, c'est ma faute. J'aurais dû écouter ma mère. J'aurais dû... Il n'a pas fini sa phrase. Il pleurait. Les semaines ont passé. L'affaire a fait du bruit. Les journaux en ont parlé. Mariage brisé par une arnaque. Une consultante escroc démasquée. Un mariage au château tourne au drame. Des journalistes ont appelé. Ils voulaient m'interviewer. Édouard aussi. Nous avons refusé. Ce n'était pas une histoire à vendre. C'était notre vie. Édouard a dû affronter les regards au travail. Les collègues qui chuchotèrent dans son dos. Les clients qui posèrent des questions. Il tenait bon. Mais je voyais, moi, que chaque jour l'usait un peu plus. Un soir, il est rentré plus tôt que d'habitude. Il s'est assis dans le salon, le visage fermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon associé m'a demandé de prendre un congé. Un congé? Pourquoi? Parce que l'affaire nuit à la réputation du cabinet. Parce que les clients ne me font plus confiance. Parce que je suis devenu un problème. Édouard, ils ont raison, maman. Comment pourrais-je conseiller des gens sur leurs affaires alors que je n'ai même pas su protéger les miennes? Tu n'as rien à te reprocher. Si, tout. Il s'est levé. Il est monté dans sa chambre. Je l'ai entendu pleurer. Et moi, je suis restée là, dans le salon, avec ce sentiment d'impuissance terrible. J'avais sauvé ma maison, mais j'avais perdu mon fils. Camille et Maxime ont été jugés 3 mois plus tard. Le procès a eu lieu au tribunal de grande instance de Bordeaux. Une petite salle, des bancs en bois, des lumières blanches, froides. Édouard et moi étions assis au premier rang. Partie civile. Camille est entrée, encadrée par 2 gendarmes. Elle portait un tailleur gris, sobre. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle avait maigri. Ses yeux étaient cernés. Elle m'a regardé. Juste une seconde. Puis elle a baissé la tête. Le procureur a lu l'acte d'accusation. Escroquerie en bande organisée. Violence volontaire sur personne vulnérable. Faux et usage de faux. L'avocat de Camille a plaidé les circonstances atténuantes. Ma cliente reconnaît les faits. Elle regrette profondément ses actes. Elle a agi sous l'influence de Maxime Leclerc, qui l'a manipulée, contrainte. Elle est elle-même une victime. Édouard a serré mon bras. Une victime? Le juge a demandé à Camille de s'exprimer. Elle s'est levée. Elle tremblait. Je voudrais m'excuser. Auprès de Madame Valmont. Auprès d'Édouard. Je sais que mes mots ne changeront rien. Mais je veux que vous sachiez que mes sentiments pour vous, Édouard, étaient sincères. Au début, c'était un plan. Mais après, je suis vraiment tombée amoureuse. Édouard s'est levé d'un bond. Tu mens. Tout était faux. Non, Tais-toi. Le juge a frappé son marteau. Monsieur Valmont, asseyez-vous. Édouard s'est rassis. Mais je voyais qu'il tremblait. De rage, de douleur. Le procureur a demandé 4 ans de prison ferme pour Camille. 5 ans pour Maxime. Le juge s'est retiré pour délibérer. Nous avons attendu. 1 heure, 2 heures. Puis le juge est revenu. Levez-vous. Camille et Maxime se sont levés. Camille Bertrand, vous êtes condamné à 3 ans de prison ferme. Maxime Leclerc, vous êtes condamné à 5 ans de prison ferme.
Vous êtes également condamné solidairement à rembourser la somme de 150 000 € à M. Édouard Valmont, ainsi que 10 000 € de dommages et intérêts à Mme Thérèse Valmont. Camille s'est effondrée. Édouard n'a pas bougé. Le juge a refermé son dossier. L'audience est levée. Nous sommes sortis du tribunal en silence. Dehors, il pleuvait. Une pluie fine, froide. Édouard s'est arrêté sur les marches. Il regardait le ciel. « C'est fini », a-t-il murmuré. « Oui, mais je ne me sens pas soulagé. Je sais, je me sens vide. » Je l'ai pris par le bras. « Viens, rentrons. » Nous avons marché sous la pluie, en silence, et j'ai compris quelque chose. La justice avait été rendue. Camille et Maxime allaient payer pour leurs crimes. Mais nous devions encore payer le prix de leur trahison. Édouard avait perdu sa confiance, son amour, son avenir. Moi, j'avais gardé ma maison. Mais j'avais vu mon fils se briser sous mes yeux. Et je ne savais pas comment le réparer. Ce soir-là, Édouard est resté longtemps dans sa chambre. Je suis montée. J'ai frappé doucement. « Entre, maman. » Il était assis sur son lit, une photo à la main. Une photo de lui et Camille, prise lors de leur premier dîner ensemble. « Tu devrais la jeter, » ai-je dit doucement. « Je sais, mais je n'y arrive pas. » Pourquoi ? Parce que sur cette photo, j'étais heureux. Vraiment heureux. Et même si tout était faux, ce bonheur, lui, était réel. Il a posé la photo sur le lit. Comment je vais faire, maman ? Comment je vais refaire confiance à quelqu'un ? Je me suis assise à côté de lui. Tu ne le feras peut-être pas tout de suite, mais un jour, oui, parce que tu as un cœur généreux, et que les gens généreux finissent toujours par aimer à nouveau. Et si je me trompe encore, alors tu te relèveras encore, comme tu le fais maintenant. Il a posé sa tête sur mon épaule. Je suis désolée, maman. Désolée de t'avoir mise en danger. Désolée de ne pas t'avoir cru. Tu n'as rien à te faire pardonner, mon chéri. Tu as aimé. C'est tout. Nous sommes restés là, dans le silence, tandis que la pluie frappait contre la fenêtre. Et j'ai compris que parfois, perdre tout est le seul moyen de retrouver ce qui compte vraiment. Les mois ont passé, lentement, doucement, comme une blessure qui cicatrise. Édouard est resté vivre avec moi. Au début, je pensais que ce serait temporaire, quelques semaines, le temps qu'il se remette. Mais les semaines sont devenues des mois, et je n'ai rien dit, parce que, pour la première fois depuis des années, je n'étais plus seule. Chaque matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble, dans la cuisine. Lui lisait le journal. Moi, je préparais du thé et des tartines. Nous ne parlions pas beaucoup, mais c'était un silence apaisant, celui des gens qui n'ont plus besoin de mots pour se comprendre. Édouard a repris le travail, progressivement. Son associé lui avait finalement proposé de revenir, mais à temps partiel. Les clients, eux, avaient fini par comprendre qu'il était une victime, pas un coupable. Un soir de septembre, 6 mois après le mariage manqué, Édouard est rentré avec un bouquet de roses blanches. « Pour toi, maman ?» J'ai senti mes yeux s'embuer. « Pourquoi ? Parce que tu m'as sauvée. Parce que tu as eu le courage de me dire la vérité, même quand je refusais de l'entendre. Parce que tu es la seule personne au monde en qui je peux avoir confiance. » J'ai pris les roses. Elles sentaient bon, frais, comme un nouveau départ. « Merci, mon chéri. » Il m'a embrassé sur le front. « Non, merci à toi. » Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur, juste mon nom, écrit à la main. Je l'ai ouverte dans le salon. Édouard était au travail. À l'intérieur, une seule feuille, une écriture que je reconnaissais, celle de Camille. « Chère Madame Valmont, je sais que vous ne voulez probablement plus entendre parler de moi, et je le comprends, mais j'ai besoin de vous écrire, parce que je vous dois la vérité, la vraie. Quand j'ai rencontré Édouard, c'était effectivement un plan. Maxime et moi cherchions une nouvelle cible, quelqu'un de fortuné, de naïf, de vulnérable. Édouard était parfait. Et vous, avec votre maison, vos biens, votre isolement, vous l'étiez encore plus. Mais quelque chose s'est passé, quelque chose que je n'avais pas prévu. Je suis tombée amoureuse de lui. Pas au début. Au début, c'était du jeu, du mensonge. Mais après, quand je le voyais parler de vous avec tellement d'amour, quand je le voyais être si patient, si généreux, si bon, j'ai réalisé que j'étais en train de détruire quelque chose de précieux. J'ai essayé de tout arrêter. J'ai dit à Maxime que je voulais partir, qu'on devait abandonner le plan. Mais il a refusé. Il m'a dit que si je partais, il révélerait tout à Édouard, qu'il détruirait ma vie.
Alors je suis restée. Et j'ai continué à mentir. Le jour du mariage, quand vous avez refusé de me donner les clés, j'ai paniqué. Parce que je savais que sans ces clés, Maxime ne pourrait jamais récupérer l'argent. Et qu'il me tiendrait responsable. Alors j'ai fait quelque chose d'impardonnable. Je vous ai frappé. Je vous ai poussé. Et j'ai détruit la seule chance que j'avais d'être heureuse. Aujourd'hui, je suis en prison. J'ai beaucoup de temps pour réfléchir. Et je me rends compte que vous aviez raison, depuis le début. Vous avez vu ce que j'étais. Vous avez protégé votre fils. Vous avez fait ce qu'une mère doit faire. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je sais que c'est impossible. Mais je voulais que vous sachiez que je regrette. Sincèrement. Et que si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment. Prenez soin d'Édouard. Il mérite d'être heureux. Camille. J'ai relu la lettre 3 fois. Puis je l'ai posée sur la table. Et je suis restée là, immobile, à regarder par la fenêtre. Dehors, les feuilles commençaient à tomber. L'automne arrivait. Et j'ai compris quelque chose. Camille avait peut-être dit la vérité. Peut-être qu'elle avait vraiment aimé Édouard. Peut-être qu'elle regrettait vraiment. Mais cela ne changeait rien. Parce que les regrets ne réparent pas les blessures. Les excuses ne rendent pas l'argent volé. Et l'amour, aussi sincère soit-il, ne justifie pas la trahison. J'ai pris la lettre. Je suis allée dans la cheminée et je l'ai brûlée. Pas par colère, pas par vengeance, mais parce qu'il fallait laisser partir le passé pour avancer. Le soir même, Édouard est rentré. Il m'a trouvée dans le jardin. J'étais en train de tailler les rosiers. « Maman, tout va bien ?»« Oui, mon chéri, très bien. » Il s'est assis sur le banc de pierre. Il regardait les glycines. J'ai pensé à quelque chose. « Quoi donc ?»« J'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. Toi et moi. »« Quoi ?»« Un voyage. » J'ai posé mon sécateur. « Un voyage ?»« Oui. Partir quelque part. Loin. Découvrir de nouveaux endroits. Créer de nouveaux souvenirs. Des souvenirs qui ne seront qu'à nous. Sans mensonge. Sans douleur. » J'ai souri. « Où veux-tu aller ?»« Je ne sais pas. »« En Italie ? En Espagne ? N'importe où, tant que c'est avec toi. » Je me suis assise à côté de lui. J'ai pris sa main. « C'est une merveilleuse idée. Alors c'est décidé. On part le mois prochain. » Nous sommes restés là, main dans la main, à regarder le soleil se coucher sur le jardin. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose que j'avais oublié. De l'espoir. 2 semaines plus tard, j'ai pris une décision. Une décision qui me trottait dans la tête depuis des mois. J'ai appelé Maître Renaud, mon notaire. « Maître, j'aimerais modifier mon testament. »« Bien sûr, Madame Valmont. Que souhaitez-vous changer ?»« Je veux léguer ma maison à Édouard. Officiellement. Maintenant. De mon vivant. »« Une donation ? » ?»« Oui. Je veux qu'il soit propriétaire de cette maison dès aujourd'hui. »« Madame, vous êtes sûre ? C'est un geste important. Et irréversible. J'en suis certaine. Puis-je vous demander pourquoi maintenant ? J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, Édouard jardinait. Il plantait des bulbes de tulipes, pour le printemps. Parce que cette maison n'a de sens que si elle est habitée par ceux qu'on aime. Et parce que j'ai compris que le plus beau cadeau qu'on peut faire à ses enfants, ce n'est pas de leur laisser quelque chose après sa mort. C'est de leur donner quelque chose pendant qu'on est encore là pour le partager avec eux. Maître Renaud est resté silencieux un instant. « Ah, c'est une très belle façon de voir les choses, Madame Valmont. Je prépare les documents. » Le jour de la signature, Édouard était avec moi dans le bureau du notaire. Il ne savait pas pourquoi je l'avais emmené. Maître Renaud a posé les documents devant nous. « Madame Valmont, voici l'acte de donation. Vous cédez la pleine propriété de votre maison située à Bordeaux à votre fils, Édouard Valmont, avec réserve d'usufruit. C'est-à-dire que vous continuez à y vivre aussi longtemps que vous le souhaitez, mais légalement, la maison lui appartient. » Édouard m'a regardé, les yeux écarquillés. « Maman, qu'est-ce que... »« Je te donne la maison, mon chéri. »« Non, non, je ne peux pas accepter. »« Si, tu peux, et tu vas le faire. Mais pourquoi maintenant ?» J'ai pris sa main. « Parce que Camille voulait cette maison pour de mauvaises raisons, pour l'argent, pour le profit. Mais toi, tu la mérites pour les bonnes raisons. Parce que c'est ta maison, celle où tu as grandi, celle où ton père t'a appris à marcher, celle où j'ai veillé sur toi toutes ces années. Cette maison, c'est ton histoire, et je veux qu'elle continue à l'être. » Les larmes coulaient sur ses joues. « Maman, signe, mon chéri. » Il a signé, les mains tremblantes. Maître Renaud a tamponné les documents. « C'est fait. Félicitations, monsieur Valmont. Vous êtes désormais propriétaire. » Édouard m'a serré dans ses bras, fort, longtemps.
Merci, maman. Merci pour tout. Non, merci à toi, pour être resté, pour m'avoir fait confiance, pour avoir compris que l'amour véritable, ce n'est pas celui qui prend, c'est celui qui donne. Ce soir-là, de retour à la maison, j'ai sorti le trousseau de clés. Les 3 clés en argent, attachées au ruban de velours bleu. Édouard était dans le salon. Je me suis assise à côté de lui. Tiens, je lui ai tendu les clés. Qu'est-ce que c'est? Les clés de ta maison. Il les a prises, il les a regardées longtemps. Ces clés, c'est pour elles que Camille... Oui, mais maintenant, elles t'appartiennent, légitimement. Il a serré les clés dans sa main. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien, garde-les, protège-les. Et un jour, quand tu auras des enfants, tu les leur donneras, comme je te les donne aujourd'hui. Il a posé sa tête sur mon épaule. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon chéri. Nous sommes restés là, en silence, tandis que la nuit tombait sur le jardin. Et j'ai compris quelque chose de profond. La vraie victoire, ce n'était pas d'avoir empêché Camille de prendre la maison. La vraie victoire, c'était d'avoir donné cette maison par amour, et non par obligation. C'était d'avoir transformé une menace en don, une trahison en transmission. Et j'ai su à cet instant que le temps ferait le reste. Que la vie, tôt ou tard, rend toujours ce qu'on lui donne. 3 ans ont passé. 3 années qui ont changé beaucoup de choses. Édouard s'est reconstruit. Lentement, patiemment. Il a recommencé à sourire, à rire, à croire en l'avenir. Il a rencontré quelqu'un. Une femme douce, discrète. Une professeure de lettres, Sophie. Elle était venue le consulter pour une affaire d'héritage. Ils avaient en parlé. Puis, ils s'étaient revus, pour un café, puis pour un dîner. Et un jour, il me l'a présentée. « Maman, voici Sophie. Une femme aux yeux clairs, au sourire sincère. Pas de bijoux voyants, pas de discours trop parfaits. Juste une personne vraie. Nous avons parlé de livres, de jardins, de recettes de confiture. Et j'ai vu, dans le regard d'Édouard, quelque chose que je n'avais plus vu depuis longtemps. De la sérénité. Sophie est différente, maman, m'a-t-il dit un soir. Elle ne me demande rien. Elle ne cherche rien. Elle est juste là, présente. C'est exactement ce dont tu as besoin. Oui, et tu sais quoi? Je n'ai plus peur. Avant, j'avais peur d'aimer, peur de me tromper encore. Mais avec elle, je n'ai pas peur, parce que je sais reconnaître la vérité maintenant. Il avait appris, et c'était la plus belle des victoires. Moi, j'ai continué à vivre dans la maison. Même si elle appartenait désormais à Édouard, elle restait la mienne. Notre accord était simple. Je vivais ici aussi longtemps que je le souhaitais. Et quand je partirais, elle deviendrait entièrement à lui. J'avais 89 ans maintenant. Ma santé était bonne. Je jardinais toujours. Je lisais. Je recevais mes amis pour le thé. Marguerite, ma voisine, venait chaque jeudi. Nous parlions de tout et de rien. Du temps qui passe, des saisons qui changent. « Tu es heureuse, Thérèse ?» m'a-t-elle demandé un jour. Oui, plus que je ne l'ai été depuis longtemps. Même après tout ce qui s'est passé, justement. Parce que tout ce qui s'est passé m'a appris ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte? La vérité, l'amour vrai, et le temps qui révèle tout. Elle a hoché la tête. Tu as raison. Le temps finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et elle avait raison. Un matin de novembre, 3 ans après le mariage manqué, j'ai reçu un coup de fil. Une voix que je ne connaissais pas. Une femme. Madame Valmont? Oui, je m'appelle Claire Moreau. Je suis assistante sociale au centre pénitentiaire de Gradignan. Mon cœur s'est serré. Gradignan. C'était là que Camille purgeait sa peine. Oui, je vous appelle au sujet de Camille Bertrand. Elle m'a demandé de vous contacter. Pourquoi faire? Elle aimerait vous voir. Un silence. Long. Elle veut me voir? Oui. Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à vous dire. Avant quoi? Avant sa libération. Elle sort dans 2 semaines. J'ai fermé les yeux. Camille allait sortir de prison. Madame Valmont, vous êtes toujours là? Oui, je vais réfléchir. Bien sûr. Prenez votre temps. Elle m'a donné un numéro. Et elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, le cœur battant. J'en ai parlé à Édouard le soir même. Camille veut te voir? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. L'assistante sociale dit qu'elle a quelque chose d'important à me dire. Édouard a secoué la tête. N'y va pas, maman. Elle ne mérite pas ton attention. Peut-être, mais quoi? Je veux voir. Je veux voir ce qu'elle est devenue. Pourquoi? J'ai hésité.
Comment lui expliquer? Parce que pendant 3 ans, elle a été une ombre dans ma tête, une question sans réponse. Et je veux fermer ce chapitre, définitivement. Édouard m'a regardé longtemps. Tu es sûr? Oui. Alors j'y vais avec toi. Non. C'est quelque chose que je dois faire seul. 2 jours plus tard, je me suis rendu au centre pénitentiaire de Gradignan. Un bâtiment gris, froid, entouré de murs hauts. Des barreaux partout, des portes qui se ferment avec un bruit métallique. On m'a fouillé, on a vérifié mes papiers, puis on m'a conduite dans une petite salle. Une table, 2 chaises, une fenêtre avec des barreaux. J'ai attendu. Et puis elle est entrée. Camille. Mais ce n'était plus la Camille que j'avais connue. Ses cheveux, autrefois brillants, étaient ternes, coupés courts. Son visage était marqué, des cernes profonds, des rides autour des yeux. Elle avait maigri, beaucoup. Ses vêtements flottaient sur elle. Un pantalon gris, un pull informe. Elle s'est assise en face de moi. Elle n'a pas levé les yeux. « Madame Valmont, merci d'être venue. » Sa voix était basse, brisée. « Bonjour Camille. » Un silence. « Vous allez bien? »« Oui, et toi ?» Elle a souri. Un sourire triste, sans joie. « Non, je ne vais pas bien. »« Que voulais-tu me dire ?» Elle a levé les yeux. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle. Du vide. « Je voulais vous dire que j'ai tout perdu. Tout. »« Comment ça ?»« Maxime m'a trahi. En prison, il a témoigné contre moi. Il a dit que j'étais le cerveau de toute l'opération, que c'était mon idée, pour réduire sa peine. Et c'était vrai? Non, c'était lui. Tout a toujours été lui. Mais personne ne m'a cru. Alors j'ai pris 3 ans. Lui, il en a pris 5, mais il est dans une prison différente. Et il a négocié sa sortie anticipée. Il sera libre dans 6 mois. Et ensuite, elle a ri. Un rire amer. Ensuite, rien. Je n'ai plus rien. Plus de travail. Plus de famille. Ma mère ne veut plus me parler. Mon frère m'a renié. Je n'ai nulle part où aller. Personne qui m'attend. Et Édouard, elle a baissé la tête. Je lui ai écrit. 10 fois. 20 fois. Il n'a jamais répondu. Que voulais-tu qu'il te dise? Qu'il me pardonnait? Qu'il comprenait? Que j'avais compté pour lui? Ne serait-ce qu'un peu. J'ai regardé cette femme qui avait failli détruire ma vie, qui avait brisé le cœur de mon fils, qui avait menti, manipulé, volé. Et maintenant, elle était là, seule, perdue, détruite. « Camille, » ai-je dit doucement, « je ne peux pas te donner ce que tu cherches. Je sais, tu as fait des choix. Et ces choix ont des conséquences. Je sais. Édouard ne te répondra jamais, parce qu'il a tourné la page. Il a refait sa vie. Il est heureux, et il ne veut plus entendre parler de toi. » Les larmes coulaient sur ses joues. Je comprends. Mais je veux que tu saches quelque chose. Elle a levé les yeux. Quoi? Je ne te souhaite pas de mal, Camille. Je ne me réjouis pas de te voir comme ça. Mais je ne peux pas te plaindre non plus. Parce que tout ce qui t'arrive, c'est le résultat de tes propres actions. Vous avez raison. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Si tu donnes du mensonge, tu reçois de la solitude. Si tu donnes de la trahison, tu reçois de l'abandon. C'est la loi du temps. Elle a hoché la tête. Elle pleurait en silence. Qu'est-ce que je vais devenir, Madame Valmont? Je ne sais pas. Mais si tu veux avoir une chance de te reconstruire, tu dois commencer par dire la vérité. La vraie vérité. À toi-même et aux autres. J'ai essayé. Personne ne me croit. Alors continue d'essayer, jusqu'à ce que quelqu'un t'écoute. Je me suis levé. Au revoir, Camille. Madame Valmont? Je me suis retourné. Oui? Est-ce qu'Édouard? Est-ce qu'il est heureux? J'ai hésité, puis j'ai dit « Oui, il est heureux, vraiment heureux. » Elle a fermé les yeux. Une larme a glissé sur sa joue. « Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. » Je suis partie. Dans la voiture, sur le chemin du retour, j'ai repensé à cette rencontre, à cette femme que j'avais vue 3 ans plus tôt, élégante, confiante, manipulatrice, et à celle que je venais de quitter, brisée, seule, perdue. La vie avait fait son travail. Camille avait voulu prendre ma maison, mon fils, ma vie. Et maintenant, elle n'avait plus rien. Pas de maison, pas d'amour, pas de futur. Je n'ai pas ressenti de joie, ni de satisfaction, juste une forme de paix. La paix de savoir que la justice avait été rendue. Pas par moi, pas par vengeance, mais par le temps, par la vie elle-même. Le soir même,
Édouard m'a demandé comment s'était passée la visite. Elle est détruite, ai-je dit simplement. Bien, Édouard. Non, maman, elle a eu ce qu'elle méritait. Je sais. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que la vie est cruelle parfois. Elle n'est pas cruelle. Elle est juste. Il avait raison. La vie n'est pas cruelle. Elle est juste. Elle donne à chacun le fruit de ses actions. Et ce soir-là, en regardant mon fils sourire, en pensant à Sophie, à notre maison, à notre paix retrouvée, j'ai compris quelque chose de profond. On ne vainc pas le mal en le combattant. On le vainc en choisissant le bien, en protégeant ceux qu'on aime, en disant la vérité et en laissant le temps faire le reste. Aujourd'hui, j'ai 89 ans. Je suis assise dans mon jardin, sous le cerisier que Pierre a planté il y a 50 ans. Les fleurs sont tombées. L'automne colore les feuilles de rouge et d'or. Le vent est doux, paisible. Et je repense à tout ce chemin parcouru, à ce mariage qui n'a jamais eu lieu, à cette femme qui a failli tout détruire, à ces 3 clés qui ont sauvé notre vie. Elles sont là, sur la table devant moi. Ces 3 clés en argent, attachées au ruban de velours bleu. Édouard me les a rendues symboliquement le mois dernier. Garde-les, maman, elles font partie de ton histoire. Je les regarde briller dans la lumière d'octobre, et je me dis que ces clés ont été bien plus qu'un objet. Elles ont été un symbole de ce qui compte, de ce qui se protège, de ce qui se transmet. Pas une maison, pas un bien matériel, mais l'amour, la vérité, la dignité. Édouard vit toujours ici, avec Sophie. Ils se sont mariés l'année dernière. Une petite cérémonie, intime, sincère, dans le jardin de cette maison. Pas de château, pas de 150 invités, juste nous, quelques amis, les gens qui comptent vraiment. Sophie portait une robe simple, couleur ivoire, pas de voile, pas de dentelle, juste elle, vraie, présente. Quand Édouard a dit oui, j'ai vu ses yeux briller. Pas de peur, pas de doute, juste de la certitude. Il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Quelqu'un qu'il aimait pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. Sophie est enceinte maintenant. 3 mois. Un petit garçon, nous a dit le médecin. Édouard est transformé. Il parle déjà de transmettre, de raconter, d'enseigner. Maman, je veux qu'il grandisse ici, dans cette maison, comme moi. Je veux qu'il apprenne les mêmes leçons que tu m'as apprises. Quelles leçons? Que l'amour véritable ne ment pas, que la famille se protège, que le temps révèle toujours la vérité, et que parfois, il faut avoir le courage de dire non, même à ceux qu'on aime. J'ai souri. Tu as bien appris. C'est toi qui m'as appris, en refusant de me donner ces clés. En me montrant que protéger quelqu'un, ce n'est pas toujours lui obéir. C'est parfois le contrarier, pour son bien. Il m'a embrassé sur le front. Merci, maman, pour tout. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre, encore une fois, mais pas de Camille, de Maxime Leclerc. Lui aussi était sorti de prison. Mais contrairement à Camille, il n'avait rien appris. Dans sa lettre, il s'excusait. Il disait qu'il regrettait, qu'il avait changé, et il demandait de l'argent pour, soi-disant, se reconstruire. Juste quelques milliers d'euros, Madame Valmont, pour repartir de zéro. Je vous promets de tout vous rendre. J'ai déchiré la lettre sans répondre, parce que certaines personnes ne changeront jamais, et qu'on ne doit rien à ceux qui ont essayé de nous détruire. Camille, elle, a disparu. Personne ne sait où elle est. Édouard a essayé de se renseigner par curiosité, mais aucune trace, pas d'adresse, pas de travail, pas de contact. Elle a peut-être quitté la France, peut-être qu'elle a changé de nom, peut-être qu'elle refait la même chose ailleurs, ou peut-être qu'elle a compris et qu'elle essaie vraiment de se reconstruire. Je ne le saurai jamais, et au fond, cela n'a plus d'importance, parce que cette histoire n'est plus la sienne. Elle est la mienne, et celle d'Édouard. Et nous avons choisi de ne pas nous laisser définir par ce qu'elle nous a fait. Nous avons choisi de nous relever, de pardonner. Pas elle peut-être, mais nous-mêmes, pour avoir fait confiance, pour avoir aimé. Parce que l'amour, même trahi, n'est jamais une erreur, c'est une leçon. Parfois, quand je me promène dans les rues de Bordeaux, je croise des femmes de mon âge. Certaines me sourient, d'autres me racontent leur vie, leur peine, leur trahison. Beaucoup m'ont dit « Vous avez eu de la chance, Madame Valmont, d'avoir eu le courage de refuser. Moi, je n'aurais pas pu. » Et je leur réponds toujours la même chose. Ce n'est pas du courage, c'est de l'instinct. L'instinct d'une mère qui sent le danger. Et cet instinct, toutes les femmes l'ont. Il suffit de l'écouter. Parce que c'est vrai.
Nous savons, toujours, au fond de nous, quand quelque chose ne va pas, quand quelqu'un ment, quand un amour n'est pas sincère, mais parfois, on préfère ne pas voir, parce que voir, c'est accepter de perdre, de souffrir, de tout remettre en question. Alors on ferme les yeux, et c'est là que le mal s'installe. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis que tout a eu un sens. La douleur, la trahison, les larmes, les doutes, tout cela m'a appris quelque chose, que la vie n'est pas faite pour plaire à tout le monde, pour tout accepter, pour tout pardonner sans condition. La vie est faite pour se protéger, pour protéger ceux qu'on aime, pour dire la vérité, même quand elle fait mal. Et surtout, pour avoir foi en une chose, que le temps fait toujours justice, pas immédiatement, pas de façon spectaculaire, mais lentement, sûrement, profondément. Ceux qui mentent finissent seuls, ceux qui trahissent finissent trahis, ceux qui volent finissent démunis, et ceux qui aiment, vraiment, finissent entourés. Hier, Édouard m'a demandé « Maman, si tu pouvais revenir en arrière, tu changerais quelque chose ?» J'ai réfléchi longtemps. Non, je ne changerais rien. Même la douleur ? Même la douleur, parce qu'elle m'a appris qui j'étais vraiment, et qui tu étais, et ce que nous valions, ensemble. Il a souri. Tu es incroyable, tu sais. Non, je suis juste une vieille femme qui a compris une chose simple. On ne peut pas contrôler les autres. On ne peut pas empêcher le mal d'exister. Mais on peut choisir comment on y répond. Avec dignité, avec vérité, et avec foi en la vie. Ce soir, je vais poser ces 3 clés dans un petit coffret de bois, avec une lettre pour mon petit-fils, celui qui va naître. Je vais lui raconter cette histoire, pour qu'il comprenne, pour qu'il sache que dans la vie, il y aura toujours des gens qui chercheront à profiter de lui, à le manipuler, à lui prendre ce qu'il a de plus précieux, mais qu'il a le droit de dire non, qu'il a le droit de protéger ce qui compte, et qu'il ne doit jamais avoir honte d'avoir aimé. Même si cet amour était faux, parce que l'amour sincère, lui, ne ment pas. Et quand on le trouve, on le reconnaît tout de suite, parce qu'il ne demande rien. Il donne tout. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à refuser ce qui ne va pas, à protéger ce qu'elle aime, alors tout cela aura eu un sens. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'un fils à comprendre que parfois sa mère a raison, même quand il ne veut pas l'entendre, alors tout cela aura eu un sens. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une personne à croire que oui, la vie est juste, que oui, le temps rend toujours ce qu'on lui donne, alors tout cela aura eu un sens, parce que c'est vrai. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Et aujourd'hui, à 89 ans, je peux le dire avec certitude. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Si vous donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Si vous donnez de la vérité, vous recevrez de la paix. Et si vous donnez du mensonge, eh bien, vous recevrez ce que Camille a reçu. Le vide, la solitude, le regret. Le soleil se couche maintenant. Le jardin est baigné de lumière dorée. Édouard et Sophie sont dans la cuisine, ils préparent le dîner. Je les entends rire. Je ferme les yeux. Je respire l'odeur des feuilles mortes, de la terre humide, du temps qui passe, et je souris. Parce que malgré tout, malgré la douleur, malgré la trahison, nous avons gagné. Pas contre Camille, ni contre Maxime, mais contre la peur, contre le doute, contre le mensonge. Nous avons gagné en restant nous-mêmes, en protégeant ce qui compte, en croyant en la vérité. Et ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.